Le soldat qui a tué 3 ennemis à main nue. Pour ses collègues, il était en dehors de sa taille énorme, un gars ordinaire qui fumait des cigares dans les couloirs et lisait des livres pendant ses pauses. Mais pour ses camarades militaires, il était la légende qui écrasait les crânes de 2 soldats chinois en les frappant l'un contre l'autre à main nue. Voici l'histoire de David Bleek, l'un des héros décorés de la médaille d'honneur les plus incroyablement courageux qui ait jamais existé. Né le 27 février 1932, David Bleek était un mormon originaire de la campagne de l'Idaho. Mesurant 6 pieds 5 pouces et pesant 250 livres, c'était un véritable colosse qui devint rancher après avoir quitté le lycée. Cependant, il n'était pas satisfait de rester agriculteur toute sa vie. Il savait qu'un autre monde existait hors de l'Idaho et voulait désespérément le découvrir. Le 1er novembre 1950, il s'est engagé dans l'armée américaine puis a été envoyé à Fort Riley, au Kansas, pour sa formation de base. Là-bas, il a été affecté à une unité médicale rattachée au 223e régiment d'infanterie, qui faisait partie de la 40e division d'infanterie. À l'éclatement de la guerre de Corée en 1950, sa division a été mobilisée. Après de nouvelles formations médicales intensives, il a été déployé sur la péninsule coréenne en janvier 1952. Après avoir été promu sergent, son peloton a reçu la mission de défendre une région montagneuse autour de Minarigol. Celle-ci se trouvait juste à côté du 38e parallèle, la frontière actuelle qui sépare la Corée du Nord et la Corée du Sud. En 1952, la guerre de Corée était passée d'un conflit dynamique et expansif à une impasse acharnée, caractérisée par des combats constants de faible intensité. Tout comme la guerre des tranchées de la Première Guerre mondiale, les deux camps se disputaient âprement de minuscules parcelles de territoire. C'est dans ce contexte qu'à 4h30 du matin, le 14 juin 1952, David Bleek partit en mission au sein d'une force de reconnaissance de 20 hommes. Leur objectif était de repérer les positions des Chinois, alliés aux Nord-Coréens, afin de savoir s'ils préparaient une attaque imminente. Le terrain qu'ils devaient explorer, un mélange de buissons bas et de petites irrégularités dans le sol, les laisserait extrêmement exposés. Environ 2 heures plus tôt, une autre compagnie américaine avait attaqué leur gauche pour détourner l'attention de la patrouille de Bleek. Le problème, c'est que ça n'a pas marché. En atteignant le sommet de la colline, le groupe fut soudain pris sous des tirs d'armes automatiques lourdes. Bleek, qui se trouvait à l'arrière de la file, s'est immédiatement précipité vers ses camarades qui étaient tombés. Après avoir posé des pansements de fortune et vérifié leur stabilité, il a rejoint le groupe au sommet de la colline. Soudain, il a vu un autre soldat américain s'effondrer. C'est à ce moment-là que David Bleek a dépassé le devoir en se jetant dans la tranchée ennemie, visant ses camarades. Plaquant un soldat chinois qui fonçait sur lui, il a ensuite brisé sa nuque avec ses mains, monstrueusement grandes pendant qu'il luttait au sol. En se relevant, il eut à peine le temps de reprendre ses esprits, qu'il vit une autre personne foncer sur lui. Il l'attrapa instinctivement par le cou. Il appuya si fort que la trachée de l'homme fut écrasée comme une pomme qu'on presse. Alors que la deuxième victime de Bleek s'effondrait, un troisième ennemi fonça sur lui, décidé à abattre le géant qui venait de tuer ses amis. Il sortit son couteau et neutralisa la menace en la poignardant au thorax. Après avoir brisé 3 adultes bien bâtis comme s'ils étaient des jouets, Bleek reprit la tâche en cours et prodigua des soins médicaux aux autres blessés américains. Puis alors qu'il reprenait son souffle, une grenade chinoise rebondit soudainement sur le casque d'un de ses camarades. En une fraction de seconde, il repoussa son collègue et jeta son propre corps massif sur lui, faisant bouclier humain. Par une sorte de miracle, les deux en sortirent indemnes. Secoué par l'explosion, Bleek soigna les blessés pendant que son peloton battait en retraite en redescendant la colline. Au cours du processus, 3 autres Américains furent atteints par une mitrailleuse chinoise cachée, ayant déjà accompli plusieurs actes de la plus haute bravoure qui, chacun individuellement, l'auraient rendu éligible à la médaille d'honneur. Bleek alla encore plus loin, ignorant les balles qui sifflaient autour de lui pour soigner les blessés. En agissant, il fut blessé à la jambe par une balle. Après s'être bandé lui-même, ainsi que 2 de ses camarades blessés, il se dirigea vers le 3e, qui était tellement amoché qu'il ne pouvait plus bouger.
Le robuste homme de l'Idaho le souleva sur ses épaules et traversa un nuage de tirs pour le mettre en sécurité. Mais il n'en avait pas encore fini. Voyant 2 soldats chinois armés de baïonnettes surgir, il laissa l'Américain blessé pour aller vers eux. Dans une démonstration d'agilité extraordinaire pour un homme de sa taille, il esquiva leurs coups, attrapa leurs têtes et les cogna l'une contre l'autre avec une telle force qu'ils moururent sur le coup. Jetant les petits cadavres de côté, le doux géant reprit son patient et poursuivit sa route. Au final, les 20 soldats en patrouille sont tous revenus vivants, et ils ont même réussi à ramener quelques prisonniers de guerre. Au total, un tiers d'entre eux avaient été blessés, mais principalement grâce aux actions héroïques de Blick. Ils avaient tous survécu pour raconter l'histoire. Contre toute attente, l'homme qui les avait sauvés s'en était aussi sorti, souffrant seulement d'une légère lésion nerveuse à la jambe. Peu de temps après les événements du 14 juin, le service militaire de David Blick prit fin. Cependant, il n'était pas encore prêt à rentrer chez lui. Il s'est porté volontaire pour rester en Asie et a finalement obtenu un poste au Japon. C'est ici qu'il a appris qu'il avait été recommandé pour la médaille d'honneur. Le 27 octobre 1953, il a reçu la plus haute distinction de l'armée américaine pour son courage, remise par le président Dwight Eisenhower lors d'une cérémonie à la Maison Blanche. En lui remettant la médaille, le président aurait déclaré « Tu as un sacré coup ». Aussi humble que courageux, à son retour dans l'Idaho, il a refusé d'utiliser sa nouvelle notoriété pour obtenir de meilleurs emplois. Au lieu de cela, il a commencé à travailler au bas de l'échelle, comme tout le monde. Après un bref passage comme chauffeur de camion, il est devenu boucher dans une épicerie. Il y a rencontré Lois, l'amour de sa vie et mère de ses 4 enfants. Le couple s'est installé à Shelley, en Idaho, où il a travaillé comme concierge au laboratoire national d'ingénierie de l'Idaho. Selon ses collègues, sa famille et ses amis, David Blick était un homme discret et modeste qui parlait rarement, voire jamais, de son exploit surhumain. C'était parce que, selon sa femme, je cite, « Il ne comprenait pas pourquoi tout le monde voulait en faire tout un plat à son sujet. Il faisait simplement ce que tout le monde faisait. La différence, c'est qu'il était 2 fois plus fort. » Fin de citation. Pourtant, bien qu'il soit en grande partie satisfait de mener une vie normale, des signes de son statut privilégié apparaissaient parfois au grand jour. Un collègue se souvient qu'une fois, Blick a été invité à une cérémonie de reconnaissance spéciale à la Maison Blanche, mais son patron ne l'a pas autorisé à y aller parce qu'il était en plein milieu d'un projet. Un peu plus tard, la direction du laboratoire fut informée par la Maison Blanche elle-même que David Blick bénéficierait d'un temps libre pour y aller, qu'il le veuille ou non. Tout comme il l'avait fait dans l'armée. Grâce à son travail acharné, sa ténacité et sa détermination, il a gravi les échelons de sa carrière uniquement par ses propres efforts. À sa retraite, dans les années 1990, il était chef technicien des cellules chaudes du laboratoire, chargé de l'élimination des barres de combustible radioactif. Le 23 mars 2006, David Blick est décédé, laissant derrière lui 4 enfants, 9 petits-enfants et 6 arrière-petits-enfants, en raison de sa réputation. Il avait droit à des funérailles avec tous les honneurs militaires au cimetière national d'Arlington. Mais le luxe et le reggae n'ont jamais été son truc. Au lieu de cela, il a choisi d'être incinéré et que ses cendres soient dispersées à travers son Idaho bien-aimé.